Alors pourquoi on a voulu, faire cette table ronde, avec à compétences égales, aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a quand même une petite musique dans l'air, depuis, quelque temps. Alors c'est assez chronique, hein, sur tous les sujets de diversité et d'inclusion, mais ça se renforce un petit peu, par période et notamment en ce moment, qui viserait à un peu opposer quand même des, concepts de méritocratie et de diversité de manière générale. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on a cette petite musique aujourd'hui et pourquoi, on a le sentiment quand même que, c'est, une idée, qui s'insinue de temps en temps dans les esprits? C'est qu'on a quand même des exemples qui sont donnés où on nous explique que, il y a des problématiques de discrimination positive avec des politiques de quotas, où on va aller chercher des personnes non pas pour leurs compétences, mais pour répondre à des politiques, publiques ou alors à des engagements d'entreprise, en termes de femmes, en termes d'origine dans certains pays, du fait du handicap. Là, on se dit: «Bah, on va prendre des gens moins compétents», selon, les esprits chagrins qui le font monter. Mmh. Il y a une perception d'injustice Bon, en estimant que voilà, il pourrait y on avoir va des prendre des politiques, femmes alors, tant pis, hein. voilà, qu'il pourrait y avoir, des personnes qui ont pas été prises, surtout quand, ce sont les personnes concernées, qui estiment qu'elles ont fait, l'objet, voilà, d'un rejet parce qu'elles avaient pas, répondu à des critères, qui, seraient pas ceux de la méritocratie et puis, il y a un effet aussi stigmatisant où parfois dans les entreprises, on a tendance à dire que certaines personnes ont été nommées, pour des raisons autres, que professionnelles. Donc il y a un petit peu tout ça qui s'insinue et puis il y a certaines voix qui s'élèvent en disant: «Bah, chez nous, c'est la méritocratie, on n'est pas pour ces politiques de diversité». Donc voilà, on s'est quand même posé la question de se dire: allons réfléchir et reposer vraiment le sujet pour voir si c'est un point de vue qui pourrait être valable ou si, il y a quand même, un certain nombre d'idées fausses ou d'idées reçues sur ce concept. Alors je suis ravie d'en parler avec toi Gilles hein, et d'avoir ton Ouais. regard de philosophe, Mmh. et je trouvais très intéressant déjà d'avoir ta perception du terme de méritocratie et ton ressenti aussi par rapport à tous ces petits exemples qui peuvent être donnés aujourd'hui, et qui, pourraient, donner le sentiment que les 2 concepts s'opposent. Oui, alors, peut-être merci, hein, merci à tout le monde d'être là. J'espère que je serai pas trop, ennuyeux. Alors, peut-être petite anecdote pour, commencer que j'avais posée à mes élèves. Je leur avais posé de manière un peu provocatrice, «L'homme est-il supérieur à la femme?» Voilà et donc, certains avaient dit que oui, parce que physiquement il est supérieur, c'est pour ça qu'il la domine. Donc j'ai dit: «Admettons», même si, peut-être qu'à la préhistoire, les femmes étaient pas si faibles physiquement que les hommes, puisqu'il fallait bien qu'elles résistent et puis, je leur dis après, «Mais donc, comment se fait-il qu'il y ait aucune femme dans l'histoire en général, aucune femme en tout cas beaucoup moins que d'hommes?» Dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de la philosophie qui est quand même, 1er responsable. Je veux dire, si je vous demande de me citer un philosophe, vous allez en trouver plein. Une philosophe femme, une fois qu'on a cité Hannah Arendt, on est un peu sec. Voilà, donc voilà. Donc cette idée, selon laquelle, c'est alors certains répondent, hein, en général, le cancre au fond de la classe vous répond: «C'est parce que les femmes sont inférieures aussi intellectuellement», alors qu'il a toutes ses camarades qui ont 18/20, lui il plafonne à 6, mais c'est lui qui est supérieur. Bon, donc voilà, donc cette idée selon laquelle, si on force pas les choses, on va se retrouver avec naturellement une équipe pas diverse du tout parce que naturellement, les plus compétents se trouvent être les hommes blancs, hétérosexuels de 40 ans, ça paraît assez étonnant, voilà. Donc simplement pour rappeler la notion de méritocratie, effectivement, qu'est-ce qu'on entend? Il y a peut-être 2 choses à pas complètement confondre. Là aussi, je vous donnerai peut-être après un exemple de correction de bac, voilà. La méritocratie, on peut l'entendre en 2 sens. D'abord, c'est donner un poste ou un travail plutôt à quelqu'un de compétent que quelqu'un qui ne l'est pas. Ça, Blaise Pascal, dès le XVIIe siècle, le dénonçait parce qu'on était dans l'Ancien Régime. Alors il dit, «On ne demande pas pour conduire un bateau celui qui est le mieux né», surtout si tu es dans le bateau toi, hein, tu te demandes pas que le capitaine, ce soit celui qui est de bonne famille. Tu demandes surtout quelqu'un qui sait conduire un bateau. Aujourd'hui, piloter un avion, voilà, hein, imagine, si on dit: «Ah oui, mais il est de bonne famille, hein, c'est l'aîné
Bon, alors voilà, donc on va plutôt demander quelqu'un de compétent. Ça, c'est très bien. La fin de l'Ancien Régime, c'est quand même l'idée selon laquelle on va donner des postes compétents à des gens plutôt que parce qu'ils seraient de droit divin, par exemple. Voilà. Et puis, mais moi, ça, je l'appelle pas tellement méritocratie finalement. Moi, je l'appellerais plutôt, j'ai inventé un mot parce que j'avais écrit mon petit livre, là, Peut-on réussir sans effort ni aucun talent? Donc, j'aurais appelé ça la talentocratie, voilà, ou la compétensocratie, je viens d'inventer le mot, voilà, qui est pas joli, mais voilà, c'est-à-dire effectivement donner le pouvoir, les postes aux gens qui ont les compétences. La méritocratie, c'est une autre idée. Voilà, c'est l'idée selon laquelle on aurait, par des mérites personnels, par son travail, ses efforts, mérité de se retrouver à la place qu'on est. Par exemple, à monter dans l'échelle sociale en général, professionnelle en particulier. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans ces deux sens de méritocratie, on pourra en reparler après, évidemment, je pose tout ça là, on pourrait distinguer l'utile et le juste. Voilà. C'est-à-dire, quand on revendique la méritocratie, qu'est-ce qui nous intéresse plus? Ce sujet, je l'ai donné au bac blanc. Pourquoi préférer le juste à l'utile? Voilà. Donc, quand on parle de méritocratie au sens on va donner le poste au plus compétent, on est plutôt sur l'utile. Et je pense que n'importe quelle entreprise, son but, si elle veut fonctionner, si elle veut atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, c'est quand même de donner des postes aux plus compétents. Donc, c'est utile. Voilà. Petit exemple que j'allais dire, quand on corrige, par exemple, des copies, quand je corrige les copies de mes élèves, par exemple, pendant l'année, je vais essayer de leur donner la note qu'ils méritent par leur effort personnel, par exemple. Et imaginons un élève qui rend une copie pas forcément très performante, pas très réussie en elle-même, je vais quand même évaluer les efforts, les progressions, le travail, etc. Donc, je me demande à peu près ce que mérite l'élève. Là, on est sur la méritocratie au sens justice. Voilà. En revanche, quand je corrige le bac, comme je vais le faire dans 2 jours, je ne me demande pas ce que mérite l'élève. Je me demande ce que mérite la copie. Moi, peu importe par quel effort il est arrivé là. Ce qui compte, c'est que le meilleur gagne, hein, pour le dire. Et je pense que de manière générale, dans la société, effectivement, c'est un peu ce qui arrive. On se demande par exemple, j'avais pris cet exemple, on en avait parlé avec Stéphanie pour préparer cette rencontre. Mais si on prend des recruteurs dans une équipe de football, par exemple, je pense qu'aucun club, surtout ceux qui dépensent des millions, ne vont se soucier de savoir quel joueur mérite quoi. On dit souvent tout travail mérite salaire. Je pense que quand un club investit des millions dans un joueur, ça n'est pas parce qu'il mérite ou il garde son travail passé, mais c'est parce qu'on mise sur lui à l'avenir. Et quand on dépense, je sais plus combien de millions sur un joueur, Mbappé par exemple, hein, c'est parce on pense qu'il a le talent, les compétences, peu importe par quelle voie il est arrivé par là. Donc, c'est pas exact. Là, on est plutôt dans l'utile. Voilà. Et donc, quand on est ici à compétences égales, on voudrait peut-être pas mélanger les deux, l'utile et le juste. Mais je rebondis sur ce que disait Stéphanie. J'espère qu'on va pas trop tout mélanger. Mais effectivement, sur les diplômes dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, moi j'ai remarqué c'est un peu la double peine. Voilà, c'est-à-dire que d'abord, effectivement, après le droit divin de l'Ancien Régime, on recrée une sorte de droit qui serait lié à des inégalités de départ. C'est quand même nier les inégalités de naissance liées aux différentes classe sociale que de dire que tout le monde part avec les mêmes chances dans la vie, d'accord? Donc effectivement, les fameux diplômes dont on parle, mécaniquement, faut lire, enfin, il y a qu'à lire Bourdieu, hein, je ne vais pas tout vous refaire lire, mais voilà, c'est l'idée selon laquelle, en fait, ces diplômes, ces examens, ces concours sont plus accessibles, plus faciles à passer pour certaines classes sociales que pour d'autres, ce qui permet a posteriori de justifier, de dire, ah bah tu vois, tu pouvais passer l'examen, tu l'as pas eu, donc moi je mérite d'être là et toi aussi. Et puis non seulement il est plus accessible à certains, mais en plus, comme l'a souligné Stéphanie, en France en particulier, il y a un petit défaut, me semble-t-il, c'est qu'on a l'impression qu'on réussit ou qu'on rate sa vie professionnelle une fois pour toutes. Voilà.
C'est-à-dire, on a une catégorie de gens qui, entre 18 et 21 ans, passent des concours. Donc, si vous êtes une bête à concours, que vous êtes un très bon élève pour toutes les raisons qu'on veut, et tant mieux, vous avez votre concours, tu vas avoir l'ENA, Sciences Po, je sais pas, tout ce que tu veux. Et puis après, tu auras tous des super postes, même si entre-temps, tu es devenu incompétent, fainéant, ou tu as autre chose à faire. Voilà, et comme tu es énarque, eh ben, tu vas avoir tous les postes. Inversement, quelqu'un qui a 17, 19 ans n'était pas mûr pour passer un concours et qui va se découvrir certains talents, certaines compétences, il va avoir gravé sur lui le fait qu'il n'a pas eu les fameux concours et il n'aura jamais ce genre de poste, alors qu'il aurait peut-être été bien plus efficace à ce moment-là. Alors, tout ça se double, je vais peut-être te redonner la parole, Stéphanie, effectivement c'est peut-être, enfin, il serait quand même étonnant que la diversité soit un frein à la méritocratie, c'est-à-dire au sens de trouver des compétences. Voilà, l'idée selon laquelle, si on laisse les choses se faire naturellement, on va se retrouver avec des gens compétents qui sont tous les mêmes, ça me paraît une probabilité, voilà. C'est donc qu'il y a, au départ, certaines injustices, me semble-t-il, ou du moins certaines inégalités qu'on ne fait qu'entretenir sans aller chercher des talents ailleurs que là où on a l'habitude de le faire. Voilà. Tout à fait et c'est ça nous amène un petit peu à cette deuxième partie de l'échange qu'on souhaitait avoir, hein. C'est déjà de, voilà, de repositionner cette notion de méritocratie et ce qu'elle recouvre, hein, qui est beaucoup plus large qu'une simple accumulation de diplômes ou d'expériences, qui pourra en favoriser certains. Et on s'est même, posé la question avec Gilles de se dire en quoi la diversité peut au contraire renforcer la méritocratie. Et dans un premier temps, je crois que les entreprises, qui, mettent en place des programmes de promotion de la diversité, elles le font pas uniquement, par, voilà, pure, question de valeur ou, voilà, de solidarité. Elles le font et ça a été démontré quand même par un certain nombre, d'études, qui ont pu être menées, hein, par, diverses, cabinets, hein. Il y en a une du Boston Consulting Group ou il y en a pas mal de McKinsey qui démontrent déjà que la diversité, elle va amener, la performance dans l'entreprise, hein. Elle va amener de la performance parce que déjà, il y a pas un bon profil, il y a une diversité de profils et il y a une diversité de profils qui vont travailler ensemble. Et par ailleurs, ces politiques de diversité et elles ont, quand même une première voilà, intention, un premier but, c'est, dans un premier temps, de venir corriger des biais qui existent et qui font qu'en fait, en réalité, en l'absence de politique de diversité, on a un vrai problème de méritocratie. Et on le voit justement, quand les entreprises sont pas mobilisées pour, essayer, d'avoir des politiques alors de diversité, d'inclusion, heu et de faire, d'identifier, par exemple des femmes ou des personnes en situation de handicap ou des personnes d'origine diverse. Malgré, voilà, beaucoup de bonnes intentions, il y a encore quand même un certain nombre de biais, qui vont, toucher, un certain nombre de personnes en fonction de critères personnels et qui, malgré le mérite qu'ils auront et les compétences qu'ils auront, feront qu'ils ne seront pas, sélectionnés sur un poste. Donc il y a déjà un biais fort à corriger où on a plutôt, enfin voilà, on tend à pouvoir démontrer l'inverse à travers toutes ces études. La première chose, c'est que s'il y a pas de l'entreprise une verbalisation de ces politiques de diversité, des engagements qui sont clairs, des valeurs qui sont fortes sur ces notions d'inclusion, elle ne va pas recruter au mérite ou elle ne va pas développer un certain nombre de talents au mérite. Elle risque, parce que c'est pas le cas systématiquement bien sûr, mais de passer à côté d'un certain nombre de personnes tout aussi méritantes, parce qu'elles auront souffert, voilà, de biais, et qui sont prouvés depuis longtemps, du fait de leur âge, du fait de leur, genre, du fait de leur handicap. Donc voilà, nous en tant que RH, on a vraiment à cœur de venir un petit peu neutraliser les biais et aller rechercher un certain nombre de personnes, sur, des questions purement de mérite. Alors, sur une fois, qu'on a rappelé cet élément et on est beaucoup sur des sujets, de sensibilisation, de formation, d'ouverture, on a aussi, une deuxième démarche, c'est d'aller chercher effectivement, hem,
des compétences là où elles sont souvent ignorées ou sous-estimées. Parce que l'autre biais qu'on peut avoir en entreprise, au-delà des stéréotypes ou des motifs de discrimination qui sont, voilà, implicites ou explicites, on a, une tendance parfois à utiliser très régulièrement les mêmes outils d'évaluation des compétences. Et ces outils d'évaluation des compétences, ils vont passer quand même à côté, d'un certain nombre voilà, de talents, dont on n'aura pas su évaluer le potentiel. Donc c'est vrai que l'entreprise, si elle veut, pouvoir considérer tout le monde et pas avec une seule grille de lecture, Mmh. qui est estampillée mérite comme on l'a un petit peu dans tous nos codes en France, ça amène quand même à reconsidérer aussi, les modes d'évaluation, de sélection, ça amène les RH forcément à se pencher là aussi, non seulement sur les formations et sensibilisations, mais les outils. Et ouvrir les recrutements, c'est pas, se dire: «Bon, j'ai pas trouvé, on va aller chercher des personnes moins bien», comme ça peut être un peu vécu, parfois, comme on l'entend en se disant: «Bon, bah, là, on va ouvrir le recrutement parce qu'il y a personne, de suffisamment compétent». Non, et on le voit beaucoup avec les nouveaux métiers d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Sur les nouveaux métiers, souvent, on n'a pas encore, de référentiel sur ces nouveaux métiers-là, donc on va aller chercher des compétences, on va essayer de comprendre comment les gens les ont obtenues et comment on pourrait les faire évoluer sur une autre fonction. Et là, on va avoir la bonne démarche d'aller identifier les compétences, d'aller, non pas chercher, des intitulés de poste, des diplômes, mais d'aller chercher la compétence où elle est et d'aller, vraiment, identifier les potentiels. Et ça, c'est un élément qui est très, très important et qui fait que par cette approche, oui, on va aller plus sur la méritocratie que sur une reproduction sociale, qui pourrait poser problème. Et je termine, juste en prenant l'exemple aujourd'hui qui nous inquiète un peu des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va avoir tendance à vouloir simplifier, déterminer un profil idéal ou type sur des données du passé, va avoir tendance à penser que le candidat idéal, c'est celui, par rapport au profil type, qui va accumuler plus de points. Et là encore, et je voyais qu'il y avait quelques demandes sur les études, et on les partagera avec plaisir, celles que je citais tout à l'heure. Sur ces notions, justement d'intelligence artificielle, on est en train de se rendre compte qu'une intelligence artificielle, bah, c'est mathématique, elle va aller chercher celui qui cumule le plus de points et souvent, même si les critères dépassent un peu le CV, bah, on va aller chercher beaucoup de la compétence technique, des expériences à l'étranger, des postes occupés et cetera, et sur les soft skills, on a encore des outils qui ne savent pas les évaluer. Donc l'intelligence artificielle, pour l'instant, a pas démontré, bien au contraire, sa capacité à aller renforcer la méritocratie. On a plutôt tendance à appeler à la prudence sur le fait qu'elle pourrait créer des nouvelles formes de discrimination du fait notamment de l'origine sociale, en allant chercher, bah, ceux qui ont accumulé le plus de points parce qu'ils ont été exposés naturellement et par privilège à, des bonnes écoles, des bonnes expériences, et à l'inverse, mettre de côté bien involontairement ceux qui ne l'auront pas, été. Oui, Gilles, de ton point de vue? oui, oui, bah écoute, on a dit tellement de choses que pour reprendre ou prolonger, ou bon, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de points de désaccord. Alors, faut quoi. Je vais faire que prolonger, mais effectivement, quand je parlais de foot tout à l'heure, on sait qu'effectivement, un club peut dépenser des millions pour un joueur qui va s'avérer plutôt décevant, hein, par la suite. Alors, je voudrais pas parler de Mbappé, mais je pense un peu à lui. Bon, il paraît que c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. Mais pour ce qui est de la Ligue des Champions, on n'a pas eu les résultats escomptés parce qu'on suppose que le futur sera conforme au passé. Et effectivement, si tu parles d'intelligence artificielle, si on pense que les compétences et même les métiers de demain existent même pas encore, on voit pas bien comment, à partir de compétences du passé et de l'historique de quelqu'un, on pourrait, pas parce que quelqu'un, il y a 20 ans, a eu un concours, donc hein, en 2000, hein, où il y avait même pas Facebook, hein, enfin, qui n'existe plus maintenant quasiment. Donc voilà, donc en quoi ça pourrait, voilà. Simplement, moi je voulais effectivement donner des images peut-être. Vous parliez de sources, effectivement, pour prolonger un peu ce que tu dis. On raconte une histoire, une citation d'Einstein. Alors là, je vais pas vous donner la source puisque j'ai beau avoir je l'ai cherché, je l'ai pas retrouvé. Vous savez, c'est toutes ces phrases inspirantes entre guillemets, dont personne n'arrive à retrouver la source. On l'attribue comme on attribue à Mandela. Jamais je perds, soit je sais, voilà, je gagne et puis soit j'apprends, bref. Alors c'est pareil, on attribue à Einstein la phrase suivante: «Tout le monde est un génie, mais si on demande à un poisson de savoir grimper aux arbres, il pensera toujours qu'il est idiot». Donc effectivement, si vous avez toujours votre même grille d'évaluation, comme on parlait tout à l'heure des fameux diplômes, vous allez tourner en rond avec les mêmes compétences. Moi, je voudrais juste vous donner,
Alors, trois exemples. Bon, d'abord, il y avait effectivement un parti politique. À l'époque, on avait commencé à vouloir mettre les quotas à l'Assemblée nationale et on avait obligé les partis à avoir au moins 50% de candidates femmes, qui est un seul critère de diversité, hein, sur une infinité, hein. Et donc, le chef du parti à l'époque, où il avait trouvé que 30% de femmes, avait dit: ah, mais excusez-nous, on a essayé, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait, mais on n'a pas trouvé. Voilà, donc il est en train de nous expliquer qu'il n'a pas trouvé 50% de femmes compétentes. Voilà, et je rajoute entre parenthèses que aujourd'hui, ce qu'on remarque souvent, c'est que à un poste égal, un homme a le droit de pas être compétent et une femme, pour avoir le même poste, il faut qu'elle soit compétente, surcompétente, sur je sais pas quoi, surqualifiée. Voilà, donc la vraie égalité, ce sera quand on embauchera une femme incompétente à un poste à responsabilité, puisque c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Deux exemples plus simples. D'abord, bah, mon grand frère, qui a 55 ans, qui est dessinateur, qui a fait des BD, de l'animation, m'a dit qu'il y a quelques semaines qu'il avait du mal à retrouver un nouveau poste. Finalement, il l'a retrouvé, mais parce qu'on lui demandait à chaque fois de repasser des examens, alors qu'il a derrière lui tout un dossier. Et il me dit, c'est dommage, parce que là, à 55 ans, en tant que dessinateur, ça fait 35 ans que je dessine, j'ai jamais été aussi compétent, sûr de moi, euh, etc. Alors qu'on va avoir tendance, on parlait des biais, le senior, on va plutôt on va le mettre au ménage. Voilà, on oublie qu'en fait, arrivé à cet âge-là, arrivé à ce degré d'expérience, t'as jamais été aussi compétent que avant. Donc voilà, ça peut être un critère quand même de sélection, de richesse. Et puis sur les handicaps. Je vous ai peut-être évoqué, vous connaissez peut-être, il y a un beau texte de Albert Jacquard qui s'appelle Éloge de la différence, qui Mmh. raconte comment c'est passé. Anne m'a entendu parler de ça peut-être à mon spectacle, mais effectivement, parce que ma fille m'avait demandé comment les hommes sont apparus sur Terre, comment on est descendu des singes. Et donc, Albert Jacquard, dans un beau texte, explique que s'il y a eu une évolution des espèces, c'est parce qu'un jour, un singe est né, il n'était pas comme les autres, il était handicapé. Voilà. Il avait un cerveau trop gros, etc. Voilà. Et donc, il définit l'évolution des espèces comme la victoire des ratés. Voilà. Tout ça pour dire effectivement que la diversité, c'est pas seulement, faut pas seulement le faire par pitié, par philanthropie, par humanisme, mais que effectivement, si on veut sortir un peu du moule, en allant chercher des gens qu'on considère, parce qu'au départ, quand on dit promotion du handicap, on a l'impression qu'il faut prendre des bras cassés, mais bras cassés, ça peut être des jambes qui fonctionnent mieux. Enfin voilà, je veux dire, c'est une autre perception, d'autres compétences. Et cette diversité, elle n'est pas que juste, elle peut être effectivement utile. Voilà. Donc, faut pas forcément. Quand on demande la diversité est-elle un obstacle à la méritocratie, je vais finir là-dessus, effectivement. Quand on a l'impression que c'est une injustice, beaucoup de gens ont l'impression parce qu'on parle de discrimination positive, ce qui est quand même un oxymore, hein. Discrimination positive, ça veut dire un amour haineux ou voilà, hein, ça fait Hiroshima mon amour un peu, hein. Voilà, donc ça donne pas envie. Discrimination, même si vous mettez positif. Voilà. En fait, et on a l'impression qu'on discrimine, que c'est une injustice, on va voler le poste de certains. Mais en fait, je rappelle ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qu'on rééquilibre les choses, c'est-à-dire rétablir un peu d'équité. C'est pas, faudrait pas dire de discrimination positive, faudrait dire de l'équité, je sais pas, quelque chose comme ça, pour essayer de rééquilibrer. C'est un rééquilibrage d'injustice qui précède cette sélection. Voilà, c'est pas de la discrimination positive, c'est de la sélection équitable. Voilà, c'est-à-dire aller rééquilibrer une injustice de départ. Voilà, on n'est pas en train de piquer le poste à certains pour le donner à d'autres qui ne feraient pas d'efforts. C'est à l'inverse, parce que la plupart de ceux qui ont les postes, au départ, c'est lié à des injustices, des inégalités naturelles, sociales, qu'on essaye de rééquilibrer. Comme je le disais, il y a plein de Mozart, hein, on parlait de génie, il y a plein de Mozart qui sont sans doute nés dans des roulottes et voilà. Et si vous êtes Mozart et que vous êtes dans une roulotte, vous n'aurez pas votre père musicien qui va vous encourager à faire de la musique. Voilà, donc tous les points de départ sont pas les mêmes et des fois, il faut peut-être aider les autres. Ça permettrait d'enrichir tout le monde. Voilà.
Et c'est effectivement, beaucoup la question, hein, qu'on se pose, nous en entreprise et je trouve ça très intéressant parce que, voilà, ça fait vraiment, allez 25 ans que la France, travaille, sur ces sujets qui sont, je dirais, nommés et objets de politique dans les entreprises. Avant, c'était un peu des questions implicites. On avait l'impression que naturellement les meilleurs accéderaient aux meilleurs postes. Donc il y a aujourd'hui des politiques, et donc ça reste, comme ça, quand même, récent et la première, enfin voilà, la 1re démarche a été de lancer des politiques de lutte contre les discriminations. Donc là, on a essayé effectivement de gommer, les discriminations, les stéréotypes qui empêchaient des personnes méritantes d'accéder aux postes, mais alors pour des motifs purement discriminatoires et quand même la plupart des entreprises se sont rendues compte que c'était pas suffisant et qu'il fallait qu'elles basculent dans une autre dimension que Gilles, soulevait et soulignait tout de suite, qui est vraiment de se dire: «Voilà, il faut aller rééquilibrer dans les politiques, de diversité et d'inclusion des entreprises, des inégalités de départ. Il faut essayer d'aller chercher les personnes qui ont été, peut-être un peu désavantagées et les mettre en lumière et c'est sûr que le simple fait de se dire: «Je vais les nommer, et les exposer» est pas suffisant et peut même créer en entreprise, un sentiment alors, d'injustice pour ceux qui ont pas été nommés ou alors d'imposteur pour ceux qui ont été nommés en se disant: «Mais est-ce que j'ai vraiment suffisamment les compétences?» Et on a vu beaucoup d'entreprises quand même, voilà, voulant bien faire, mais nommant un peu précipitamment, certaines personnes, sans, bien accompagner, ces personnes et pas par des programmes de mentoring ou autres ou de formation où, parfois, quand on en fait l'objet, on se dit: «Ah bon, il faut vraiment que j'en apprenne plus que les autres parce que je suis pas déjà prêt». Non, je pense que là où c'est intéressant, c'est que les entreprises, elles en viennent à des programmes de sponsoring notamment et l'idée, c'est d'aller identifier les personnes qui ont du talent, de les développer, de les exposer au moment où elles sont nommées. Ça fait même pas débat. Et c'est vrai que c'est important pour les entreprises et aujourd'hui, de manière générale, de mettre en place ces programmes-là qui visent à identifier les potentiels et puis de les accompagner tout au long de leur carrière et pas seulement venir un peu, promouvoir certaines personnes en se disant: «On sait qu'elles sont, voilà, méritantes ou qu'elles vont avoir le potentiel», mais en les accompagnant pas assez parce que parfois on va les jeter, finalement un peu, voilà, en pâture à des personnes qui vont critiquer et qui vont pas les aider et nous, on le voit, hein, on a vu parfois, notamment sur, des instances dirigeantes, des entreprises qui veulent un peu avancer et qui se disent: «Non, non, mais là, on est très, très, ouverts, hein, c'est juste, de la c'est juste normal», mais ils veulent, voilà, intégrer, des femmes, par exemple, sans, se remettre en question ou revoir leur culture ou essayer justement aussi d'avoir ces politiques-là et en fait, la greffe fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, de nommer quelqu'un et puis les choses vont se faire naturellement. C'est un engagement général d'avoir ces politiques-là, de créer un environnement inclusif où chacun se reconnaisse, parce que sinon l'égalité des chances, elle n'existe pas, donc ça va vraiment poser problème. Et donc, on voit quand même que, les entreprises, elles ont encore beaucoup à faire parce que c'est vrai qu'avec Gilles, là, on rebondit l'un avec l'autre en ayant l'impression depuis tout à l'heure de dire un peu des évidences, mais qui en seront pas. Parce que ce qu'on peut voir nous aussi chez À compétences égales, c'est que même si voilà, en France, les entreprises continuent à être très impliquées sur des programmes de diversité et d'inclusion, bah, par moment, dans les entreprises, quand il y a des difficultés économiques, des coupes budgétaires, c'est un peu les programmes qui vont, peut-être, bénéficier de moins d'investissements ou qui vont être moins visibles ou des personnes qui vont passer moins de temps dessus et en fait, c'est clé pour la suite, la performance de l'entreprise, sa capacité derrière à rebondir très, très vite et ces phases peuvent être assez, terrible. On le voit chez À compétences égales aussi dans les recrutements qui sont faits d'avoir ces phases un peu économiques aussi qui sont un peu compliquées parce qu'on va aller, rechercher, du copier-coller des personnes qui ont été recrutées avant, des écoles qui rassurent, de la validation externe, sans aller chercher le vrai bon talent pour se rassurer, pour rassurer les investisseurs, pour rassurer les autres salariés et ça va créer un vrai problème en termes de performance, de méritocratie et de diversité dans l'entreprise. Donc on est, finalement un peu tous convaincus, que c'est pas des choses qu'il faut opposer. On est tous convaincus, je pense, dans ceux qui participent, à ce webinaire, par ce type de sujet. Mais moi, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est loin d'être une évidence. On voit que le recul, il peut être radical et très rapide,
que parfois dans certains pays, il y a eu un rejet en masse de tous ces programmes comme allant trop loin et se disant finalement ça sert à rien et repartons sur, cette forme d'élitisme qu'on a pu, de vivre, il y a quelques années et même si ça a démontré très vite ses limites et je pense qu'on a nous, chez À compétences égales et de manière générale dans nos entreprises, la responsabilité de veiller à ce que ces programmes soient bien là et qu'on ne se prive pas de tout ce vivier de talent, avec des discours, qui, voilà, de petite musique, parfois, rendent le reste un peu inaudible. Donc c'est vrai que c'est une attention et pour conclure, qui est importante par rapport aux valeurs de l'entreprise, mais aussi par rapport à sa performance, dans la mesure où, voilà, les 2, je trouve, se conjuguent et sont très importants. Il y a la performance dans l'entreprise, sa diversité et puis il y a ces valeurs qui vont faire que bah, nos collaborateurs vont avoir envie de nous rejoindre, de rester aussi, qu'il va y avoir un vrai sentiment d'appartenance. Donc tout ça, c'est pas neutre non plus. Et puis, l'entreprise, c'est quand même un des derniers endroits où après l'école, on peut faire société, rencontrer une diversité qu'on rencontre pas forcément, dans son entourage familial, dans son entourage, sociale et qui elle, va, être très bénéfique à tous et à des projets communs, et souvent avec des entreprises, qui en plus s'adressent à un public qui est très divers, qui est pas représenté dans ses propres effectifs. Oui, alors que je parce que pour peut-être conclure aussi, je sais pas si Anne avait voilà, mais parce que Anne avait dit au début qu'on parlerait peut-être de êtes-vous sûr d'avoir raison? Mais effectivement, ce que vient de dire Stéphanie, c'est un peu ça. C'est-à-dire quand on parle de biais cognitifs, alors on est plutôt dans la psychologie que dans la philosophie, mais effectivement, parler des biais cognitifs, c'est dire que nous avons tous des travers dans notre manière de penser qui orientent cette manière de penser de manière plutôt déformée. Voilà. Alors le savoir, déjà, ça permet de se nettoyer un peu. Et c'est vrai qu'on a tous tendance, ça arrive avec notre rapport éventuel à l'alcool ou à la cigarette, non mais moi ça va, c'est bon, enfin voilà. Êtes-vous sûr d'avoir raison? Oui, tout le monde pense avoir raison, tout le monde pense avoir bon goût et le sens de l'humour, tout le monde pense que lui ça va, que moi je fais des efforts, que les problèmes ils sont chez les autres. Et effectivement, se rendre compte que malgré des politiques ou malgré ce que vous pensez, être votre comportement, moi pareil, hein, moi je suis le premier, hein, enfin voilà, je veux dire, on pense toujours être une bonne référence et d'avoir déjà tout compris. C'est pas mal de prendre un peu de recul par rapport à ses propres préjugés, dont le premier défaut, c'est de s'ignorer, quoi. Voilà. Je pense que ce qui permet de les faire si déjà on se méfie un peu plus de soi-même et un peu moins des autres, ce serait déjà pas mal. Parce que là, on a des politiques. Bon, déjà, d'abord, il faut savoir que la conquête de ces droits ou de ces égalités ou de ces rééquilibrages est toujours en danger. Quand on sait qu'effectivement, l'administration Trump envoie des messages à ces entreprises pour dire ils sont interdits de lutter contre les discriminations, sachant que ça vient d'un pays qui a autorisé l'interdiction de l'avortement. Après, enfin voilà, je veux dire, les droits, ils peuvent toujours disparaître. Donc à un moment, il ne faut pas toujours penser que c'est un acquis. Et puis nous-mêmes, voilà, on se dit qu'en France, on a de la chance, ça va, mais ouvrez tout à l'heure, ce soir, n'importe quelle chaîne info. En général, ça débat entre 4-5 mecs, hein, y compris pour savoir quel est l'effet de la ménopause sur les femmes, hein. Donc, tu vas avoir 5 mecs pour parler de la ménopause. Donc, voilà, on voit, il y a souvent peu, en fait, il y a souvent peu des diversités. Et encore, quand on parle de diversité, depuis le début, on parle beaucoup des femmes, mais il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Je parlais de l'âge un peu, évidemment, l'origine sociale. Moi, dans mon lycée, par exemple, sur Parcoursup, je suis dans le lycée, je t'en avais peut-être parlé, Stéphanie, je suis dans le lycée Louis Armand qui a été classé par Le Parisien, premier lycée du Val d'Oise. D'accord? Donc, ça va, on est juste derrière. Le seul lycée qui est devant, c'est Bury, un lycée privé. Voilà. Bon, après, c'est. Voilà. Et pourtant, on se retrouve avec Parcoursup avec des résultats un peu étonnants où des élèves qui ont 18 de moyenne sont pas pris dans une formation où d'autres sont pris qui ont des résultats plus médiocres parce que eh ben, la discrimination elle commence à Parcoursup ou si tu viens de Louis Armand dans le Val d'Oise,
tu seras moins pris que si tu viens de Henri IV dans le 6e arrondissement ou le 5e arrondissement. Donc, quand on parle de, hein, tu parlais d'aller chercher, de se rassurer en allant chercher des origines bien connues, on est en train de perdre. Moi, pour une année, j'avais mis ça. Un de mes élèves, j'avais dit niveau absolument excellent. Le absolument, il voulait pas dire beaucoup. Il voulait dire dans l'absolu, c'est-à-dire indépendamment de toutes les circonstances. Ça veut dire cet élève, vous mettez à Louis Armand en ZEP ou à Henri IV, il a 19 de moyenne. Ça voulait dire pitié, prenez-le. Bon, eh ben Henri IV l'a pas pris. Il a été pris à la canale, heureusement, mais voilà, comme il venait du Val d'Oise, on s'est dit, bah, ça doit être une moyenne, voilà. Et donc, ce qui commence à Parcoursup, on imagine que ça doit se prolonger bien plus tard. Et résultat, cet élève que moi je fréquentais tous les jours, qui était excellentissime, enfin voilà, il était brillant, humble, enfin tout ce que vous voulez, bah, ceux qui l'ont pas pris, ils ont perdu quelque chose. Voilà, hein, c'est tout. Voilà, et donc, tant pis pour eux. Donc, effectivement, donc je pense que il faut toujours se méfier de la confiance qu'on a dans son propre regard, voilà, et toujours se demander qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que nous, on Est-ce va que, plutôt en ouais, dis-moi? pardon, est-ce qu'on pourrait justement dire un mot sur les écoles les grandes écoles qui ont mis des programmes de, de côté, en fait, pour pouvoir accéder justement à ces écoles sans passer par les concours habituels? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur ce que vous en pensez? Et bah, je pense à Sciences Po, par exemple, mais il y en a Oui, d'autres. oui, bah, moi je pense que c'est bien, hein, de toute façon, mais je veux dire, il y a Oui, toujours, mais ça demande pourquoi du temps, en fait. Ça ouais. demande du temps parce que il y a toujours ce préjugé dont on vient de parler, c'est-à-dire que ceux qui sont pris sans concours, ça a dû changer d'ailleurs un peu, hein, voilà. Mais Oui, à Sciences Po notamment, ça a été ça a un peu changé. parce que le problème, c'est que c'était vu tellement comme une injustice en disant ils piquent, eux, ils viennent de certains lycées, zones sensibles, et donc ils sont pris sans concours pendant que d'autres, comme si le chemin était plus facile pour eux. Encore une fois, c'est pas ça. C'est que depuis le début, il a été beaucoup plus difficile pour eux. Donc, c'est encore une fois un rééquilibrage, quoi. C'est une sélection équitable. Voilà, hein, les deux termes sont pas, voilà, discrimination, sélection. Le problème, voilà. Donc, moi personnellement, je trouve que tout ça c'est bien et que tout ce qui pourrait effacer tout ce qui est concours immédiat pour essayer de voir un peu. Vous savez, le fameux Einstein, il a raté son entrée à Polytechnique et il a dû faire une école de réadaptation, de mise à niveau pendant un an par un prof qui avait vu qu'il n'était pas mauvais en maths. Voilà. Mais voilà. Sinon, s'il était resté au concours, Einstein, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Il avait été refusé au concours. Il les a ratés parce qu'il n'était pas fait pour l'école. Voilà. Et donc, De l'importance de l'échec aussi, mais ça serait un autre sujet de voilà, philo, mais de l'importance puis aussi de gens qui arrivent à te repérer, à te reconnaître, à te soutenir, à t'aider, et que voilà, et qu'on n'y arrive pas tout seul, et qu'il faut. C'est un prof qui l'a aidé, hein, qui a été le chercher pour faire, voilà, il est passé sur dossier. En gros, Einstein est passé sur dossier parce que le concours, il l'avait pas eu. Bon, bah voilà, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit, hein. alors J'ai Christelle, oui, il il y y a a 2 Christelle. questions. Oui, Ouais. alors il y a Christelle qui a levé la main. Christelle Leroum, est-ce que vous souhaitiez, je vois que vous l'avez rebaissé, est-ce que vous aviez toujours une question ou pas, Christelle? Ou une réaction. Ouais, bonjour. Je sais pas Une si j'avais réaction. une question ou effectivement une Une réaction. Je pense réaction? que donc je rejoins hein, l'idée effectivement des parcours dans les écoles qui s'ouvrent, on va dire, aux trajectoires un peu atypiques. Moi, je connais bien les conventions d'éducation prioritaire de Sciences Po pour y avoir été à la fois jury et avoir soutenu le programme à ses débuts. En fait, c'est le temps. Enfin, l'enjeu sur ce type de dispositif, c'est plutôt le temps que les jeunes doivent rattraper par rapport souvent à d'autres jeunes qui ont été équipés plus longtemps et tout au long de leur scolarité. Donc c'est vrai que l'inégalité, on va dire, à laquelle ils doivent s'affronter, en fait, c'est aussi une question de temps et ça leur demande souvent beaucoup d'énergie et de pouvoir trouver les conditions pour pouvoir apprendre ou réapprendre plus vite pour se remettre à niveau de leurs étudiants. Et en ce sens, l'accompagnement qu'a toujours proposé Sciences Po sur les 3 premières années, veiller effectivement à ce qu'ils ne décrochent pas à ces moments de fragilité, hein, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, c'est souvent se couper de son environnement familial pour pouvoir réussir. Et ça, on oublie de le dire, mais
souvent, c'est aussi l'une des conditions de la réussite pour ces jeunes. Je finis ma parenthèse et c'est plutôt un témoignage pour en avoir accompagné quelques-uns, mais qui n'est pas prédictif, j'imagine, de la réalité d'autres tuteurs. Je trouve que sur la définition, c'est quand même important de parler des définitions et peut-être qu'en matière de D&I, on a péché en ne travaillant pas sur qu'est-ce qu'on mettait dans ces enjeux de diversité, d'équité, de non-discrimination ou d'inclusion. Hein. Se prétendre une entreprise inclusive quand on n'a pas travaillé sur les principes de discrimination, c'est quand même un peu fort de café, excusez-moi, mais moi ça me... Oui, oui, oui. Hein. Juste en prendre de temps, et puis c'est rare. Voilà. Ah, ben, on Et, est à et, Tullif. et je pense qu'effectivement, retravailler beaucoup sur les concepts, ce qui n'est pas toujours facile en entreprise. Hein. Moi, à titre perso, j'ai toujours eu beaucoup de backlash, c'est-à-dire plus les institutions sont intellectuellement équipées et plus elles ont du mal à s'entendre redéfinir les choses. Hein, il y a une volonté de ne pas entendre derrière effectivement ces concepts, ce qu'on met. Alors moi, j'ai toujours été extrêmement violente sur le terme de la discrimination positive, puisqu'en fait, quand on regarde les approches anglo-saxonnes et françaises ou européennes, on est quand même sur des logiques différentes. Il fut une époque où on pouvait réserver des postes, je pense notamment historiquement dans les entreprises sur les politiques handicap. Il fut une période où les postes les moins qualifiés pouvaient être réservés à des personnes en situation de handicap. On l'oublie, mais au démarrage des lois handicap et des obligations légales, certaines entreprises ont eu cette stratégie ou ce moyen de faire les choses parce qu'ils ne savaient pas comment faire autrement. En fait, euh, on peut aussi le dire de cette manière-là. Et c'est vrai effectivement que la logique qu'on applique en France, qui n'est pas une logique de réserver des emplois, en fait, ou des postes, hein, en soi, je trouve que c'est la bonne explication qu'on peut opposer sur ce que vous évoquiez comme étant ce son à bas bruit qu'on peut entendre sur la remise en question des actions autour de ces enjeux, de remettre de l'égalité de traitement, de l'équité de traitement, d'ouvrir effectivement nos recrutements sur les bassins d'emploi où nous exerçons, bah, aux gens qui y résident. Parce que ce sont voilà, nos collaborateurs de demain et nos clients de demain. Et je pense qu'il faut être assez ferme. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai entendu ce mot discrimination positive. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que moi, une discrimination, c'est interdit par la loi. Oui, oui, bah Et oui. donc, en fait, je m'oppose à ça. Et donc, par contre, je vais parler d'action positive. Et quand je prends et quand je parle d'action positive, je prends la définition du ministère du Travail, qui est quand même assez claire, hein, de dire effectivement, elle doit être proportionnelle, elle est limitée dans le temps et elle répare quelque chose qui est inégal. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un équipement législatif qui peut aussi nous aider. Si on doit trouver quelques arguments, si c'est nécessaire, en tous les cas, à reposer, on va dire, un peu la philosophie et le cadre. De la même manière que souvent, on a été souvent interrogé sur notre ROI. Oui, Non, moi, je suis un peu. Et c'est pareil, non, mais le fameux. j'ai toujours refusé de devoir donner un ROI. En fait, moi, je considère que comme mon poste existe parce qu'il s'appuie sur une obligation légale de la non-discrimination, bah, mon ROI, c'est que l'entreprise ne soit pas condamnable sur des actions qui pourraient être préjudiciables à son image, à son activité, vous voyez. Mais j'ai jamais voulu rendre compte de mon activité en me disant, voilà, j'ai X personnes embauchées, recrutées, formées. À la fois, c'est des KPI de suivi, mais si vous voulez, c'est pas en soi une mesure de la performance. Doit-on être performant sur ces thématiques-là? Je pense que c'est des débats aussi qu'on peut avoir. Oui, Et à un moment, on ou nous a peut-on interrogé utiliser les mêmes là-dessus. outils? Oui, Ouais. oui, oui, bah, l'entreprise cherche à toujours un peu, caler, les mêmes outils. Mais moi, je vous rejoins, complètement et j'avais eu la chance aussi de faire partie de ces jurys de Sciences Po qui m'avaient assez marquée. Mhm. Et qui permettent quand même de repérer, voilà, des personnes qui n'auraient pas été du tout repérées en termes de talent et qui, je pense, apportent beaucoup en plus à Sciences Po. Mais ce que vous soulignez dans le fait qu'il faut, une adaptation, il faut un environnement qui soit, inclusif, bienveillant, c'est la même chose en entreprise, hein, et c'est là où je trouve très intéressant le parallèle que vous faites. Et enfin, moi, je suis plutôt très favorable à ce type enfin voilà,
d'initiatives, d'autant qu'on voit que la rupture en France se fait beaucoup au moment des études supérieures, hein. C'est-à-dire que voilà, il y a l'école de la République jusqu'à terminale, et tout le monde y a accès. Après, pour les études supérieures, c'est beaucoup plus compliqué. Et finalement, quand ces personnes, voilà, sont en recherche d'emploi et se présentent dans le monde de l'entreprise, publique ou privée, il y a déjà finalement des inégalités extrêmement fortes qui se sont produites. Et puis juste pour rebondir sur ce que vous disiez, par rapport aux politiques, des entreprises, c'est vrai que, toutes ces notions de discrimination positive, elles sont pas du tout, à la base, liées à nos politiques en France. Et au contraire, la France a été un peu montrée du doigt à une époque, comme ayant une approche, de ces notions de lutte contre les discriminations ou, de politique de diversité, où on n'allait pas sur des sujets, de quotas qui sont encore très limités. Ce qui fait que quand il y a une discussion un peu, sur cette thématique, cette notion de discrimination positive, et qui a été notamment, mis en avant, ces derniers temps en disant: «Oui, bah, la France aura interdiction de faire de la discrimination positive, enfin voilà, certaines entreprises doivent s'engager à pas en faire». Mais en fait, c'est déjà pas le cas en France. En France, les politiques et la façon d'aborder les choses, c'est plutôt de rétablir l'égalité des chances et à compétences égales de pouvoir amener, tout le monde voilà, à un niveau d'égalité. Mais c'est pas, d'aller, créer une diversité, qui répondrait pas à des critères d'exigence, du point de vue professionnel. Et c'est vrai que ça, on a un peu tendance à opposer les 2, à avoir cette politique de quotas qui était assumée dans certains pays, notamment anglo-saxons, versus, la France qui, avait cette politique de lutte contre les discriminations. Finalement, l'un et l'autre ont appris l'un de l'autre, et sur des politiques de promotion de la diversité, en étant mesuré et en accompagnant sur le fond, on se rend compte qu'on peut faire évoluer positivement les choses. OK, super, merci. J'ai une autre question qui concernait, alors plus sur la partie, lorsqu'on parlait des grandes écoles, c'est, on demande des précisions, en fait, sur les critères de sélection qui seraient biaisés. Est-ce que les critères de réussite ne le sont pas également? Est-ce que les critères de sélection, qui Sur seraient les critères biaisés de les critères sélection, est-ce que les Les grandes critères de écoles. réussite ne le sont pas pour les écoles? Exactement. Oui, oui, bah, c'est un c'est ce que tu peu disais. moi, c'est un Oui. peu ce dont je parlais, Si c'est-à-dire je me typique permets, pardon, c'était pas tout à fait ma question. hein? Ah pardon. C'était, vous expliquiez un peu plus tôt que sur le recrutement, la raison pour laquelle on n'arrivait pas parfois à avoir de la diversité, c'est parce qu'en fait, les critères de recrutement étaient biaisés, les critères de sélection. Et donc Mmh. moi, je me posais la question, est-ce que les critères de réussite aussi, la manière dont on définit la réussite n'est pas elle aussi biaisée? Parce que quand on parle des grandes écoles, de Sciences Po, et cetera, est-ce qu'il faudrait pas aussi réinterroger la place qu'ont ces institutions? Ah non, ça, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a une forme d'élitisme en France et Voilà. de création d'une Merci. élite, qui peut, poser, question et débat, et notamment sur toutes ces grandes écoles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les critères de sélection, voilà, il y a déjà beaucoup de choses, qui peuvent être contestées parce que, c'est d'abord, ouvert, à ceux qui ont été privilégiés. Et derrière, il en ressort, des critères de réussite, qui sont pas équilibrés, puisqu'ils vont se concentrer, déjà sur une Mmh. partie, enfin voilà, sur une sur, C'est pardon? Je Je voulais compléter votre propos, Stéphanie, en disant que c'est aussi un peu historique, c'est-à-dire en fait, on a adopté des méthodes de recrutement aujourd'hui qui datent un peu des années Tout à 80, fait. où on choisissait effectivement des collaborateurs ou des candidats à grandes écoles ou universités, mais à l'époque, on avait moins de classes d'âge qui accédaient à ces formations. On a conservé ces méthodes, et aujourd'hui, du coup, on se retrouve dans une situation pour des grandes entreprises de dire qu'il y a pénurie de main-d'œuvre sur le marché parce qu'on va chercher notre main-d'œuvre tous au même endroit. Et oui. c'est vrai que on élargirait effectivement nos critères de sélection, notamment auprès des universités. Ça nous permettrait de résoudre probablement nos problématiques de recrutement. Et nous ne le faisons pas de manière systématique ou aussi facilement qu'on aimerait le faire, parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants ont à l'esprit cette volonté de dire, puisque j'ai fait cette école, je sais ce qu'elle vaut aujourd'hui, Mmh. même si je l'ai fait il y a 30 ans.
Ce qui est un Oui, peu tout un à fait. pari, on va dire. Mais exactement et en fait derrière se cache, la question des réseaux, hein, parce que ces écoles-là en fait, Bien sûr. créent des réseaux, qui durent, pendant toute la carrière et ce que je voulais dire, mais je m'exprimais pas bien, c'est que quand on voit que Sciences Po notamment, va préparer un certain nombre, d'étudiants au concours de la fonction publique, et qu'il y a cette telle sélection à l'entrée qui va privilégier, voilà, une certaine catégorie, d'étudiants, bah, va pas créer de diversité, à l'arrivée, ce qui peut poser beaucoup de problèmes derrière, au niveau, Moi, sociétal, hein. moi, par exemple, il y a 25 ans, quand j'ai passé la grecque de philo, hein, donc moi je venais de Rouen, donc j'ai fait Hippocagne quand même. Et donc, j'avais appris, j'ai été pris comme auditeur à Normal Sup. À l'époque, c'était à Fontenay-Saint-Cloud. J'étais pas normalien, mais j'avais été pris, on était 5 à être pris sur dossier pour suivre la préparation à la grecque à Normal Sup. J'ai découvert que les normaliens, pour le CAPES, ils passaient pas l'écrit, ils allaient directement à l'oral. Ils étaient directement admissibles à l'oral. Ça a été enlevé un peu après. Mais alors voilà, typiquement, un genre de cercle vicieux, voilà, où tu as passé ton hippocagne à Henri IV, après tu es à Normal Sup, puis après, du coup, tu as ton concours plus facilement que les autres. Voilà. Oui, Rouen, la ville au sans clocher, je viens de là, j'étais à Jeanne d'Arc. Et voilà, effectivement, sur la réussite, alors j'en ai parlé, qu'est-ce que réussir? Voilà, imaginez un élève, là j'en avais parlé dans mon TEDx, là je prépare sur mon prochain bouquin, tout ça, là, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Imaginez un élève qui est en troisième, qui a 18 partout, et qui dit je veux aller faire un CAP menuiserie. Quel conseil de classe, quel parent dirait: «Je suis fier de toi, tu as bien raison, c'est ta vocation». Tout le monde lui dirait: «Mais tu es en train de tout gâcher, qu'est-ce que c'est que ça?» Voilà, donc on va penser qu'il va rater sa vie, quoi. Alors qu'à 40 ans, il va se rendre compte que sa passion, c'était effectivement le bois et que ça fait 20 ans qu'il s'emmerde avec un métier qui lui plaisait pas tant que ça. Voilà, donc la réussite, effectivement, comme, voilà, c'est les grandes écoles, alors qu'on peut aller chercher quelqu'un à la fac. Gilles Deleuze, très grand philosophe, a jamais fait, Normal Sup ni rien, les grands poètes, Blaise Cendrars, quand il a fait de la poésie, n'était pas Normal Sup, il était dans un train en Russie. Enfin voilà, je veux dire, il y a plein de manières de réussir. Et effectivement, vous imaginez, c'est très vrai ce qui vient d'être dit, prendre un seul modèle Oui. de filière de réussite, c'est complètement débile. Enfin, quand on y pense, évidemment, vous allez vous retrouver avec vous passez à côté de plein de trucs, quoi. Enfin voilà, alors que, encore une fois, le gars qui a eu son concours il y a 25 ans, maintenant, c'est peut-être le dernier des incompétents. Enfin, donc, parce qu'entre-temps, il a vieilli. Mmh. Et oui, tout à fait, sur les stages de troisième et de seconde, c'est une épreuve, tout à fait, supplémentaire. Et d'ailleurs, il y a de très belles, initiatives, hein, qui sont, organisées par des associations qui aujourd'hui ouvrent les stages de troisième en entreprise, à des jeunes qui ont pas le réseau à la base et ça, c'est vraiment aussi nécessaire parce que malgré, le fait qu'on voudrait objectiver au maximum, le recrutement, l'accès, à l'emploi et cetera, ça se fait aussi beaucoup par des rencontres et c'est en cassant ces barrières qu'on peut réussir à le faire. Et c'est là où il faut qu'on le fasse au maximum, que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau des diplômes ou aussi des entreprises. Je parlais tout à l'heure de l'évaluation du potentiel, ça reste, quelque chose qui est assez compliqué parfois et si on le prend, vraiment et je parlais des nouveaux métiers par le biais des compétences et en permettant à chacun, voilà, de le démontrer, au-delà, des, diplômes ou des expériences précédentes, bah, je pense qu'on va, dans le bon sens. Mais néanmoins, faut être aussi, vigilant parce que, même si on s'accorde tous à dire que c'est aller dans le bon sens, c'est pas, ce qui est fait la plupart du temps en entreprise. Encore moins, et c'est pour ça qu'on est très vigilant en ce moment chez À compétences égales, quand il y a un ralentissement économique. Ce côté, tu le disais tout à l'heure, cognitif du cerveau qui se rassure en allant chercher, des personnes qui ressemblent, on le voit et souvent, bah, ça nuit, effectivement à beaucoup de diversité et ça va tout toucher, ça va toucher, le genre, l'origine, l'âge, on va travailler, avec des gens de notre âge qui nous ressemblent, qui ont les mêmes, loisirs et cetera et il y a 2 conséquences. La première, c'est qu'effectivement, c'est pas le mérite, qui va faire que la personne, rejoigne ces équipes-là, c'est plus, une communauté, de réseau ou, de diplômes et la deuxième chose, c'est qu'en créant pas cette diversité,
en fait, malgré tout, on arrive, très vite, à, un épuisement de la créativité, des échanges et cetera, sans s'en rendre compte parce que voilà, on peut toujours avancer. Mais cette question de la diversité et de la multiplicité des profils, elle est très importante. Dernière anecdote, hein, moi je voyais vraiment des exemples, hein, de gros players sur tout ce qui est intelligence artificielle. Ils vont vous dire qu'ils ont trouvé le profil parfait du vendeur de tennis, dans les grandes enseignes, et voilà, ils ont tous ont voilà, apparemment, il y a un seul profil type, qui réussirait mieux que les autres et manifestement, s'ils bossent qu'avec des profils types comme lui et qui sont tous pareils dans ce magasin et qui vendent tous de la même manière, on va tous acheter les mêmes chaussures et ça va être, voilà. Bon, je crois que depuis, ils sont passés à une autre forme de recrutement, mais ils avaient beaucoup, beaucoup investi sur cette technologie, et ça en montre quand même beaucoup les limites. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment. Des Apparemment, questions? non. Non. Moi, juste souligner en tant que prof de philo que le concept, effectivement, c'est important, hein. Les concepts et la manière de parler, c'est important. C'est vrai que redéfinir les concepts, la manière dont on parle, c'est Schopenhauer, pour citer un philosophe là, qui disait l'orateur révèle ses intentions par le nom qu'il donne aux choses. Voilà, donc parler de discrimination positive, si on disait sélection équitable, ça serait déjà un peu mieux, hein, voilà. Et quand aujourd'hui, par exemple, ceux qui dénoncent ces discriminations vous parlent de wokisme, par exemple, hein, le terme fourre-tout, quoi. Voilà, quand tu dis wokisme, tu es en train de... Ouais. C'est péjoratif, a priori, tu es en train de discréditer avant même que l'autre ait parlé, tout ce qu'il te dira, tu lui diras, mais t'es wokiste. Voilà, c'est du woke. Voilà. Et donc, moi, j'ai plus D'accord, je rien à vois. dire, puisque, voilà, on est dans c'est le nouveau point Godwin, hein. Voilà, tu dévalorises, tu nommes déjà négativement ton objet, en fait. Voilà, et la discussion est pas possible. Donc, c'est très important, la manière dont on parle, effectivement, détermine la manière dont on pense. Voilà. Et donc, être piégé un peu par le langage comme ça fait que la pensée, enfin, ça va bloquer effectivement les discussions et ce qu'on en pense, hein. Tu peux pas penser que c'est bien la discrimination positive. Enfin, voilà, forcément, tu vas aller chercher tout ce qui est de négatif. Et si je t'amène mon copain, puis je te dis c'est un wokiste, bon, bah, c'est fini. Voilà, tu le prends comme un militant extrémiste. Voilà, alors, si être wokiste, c'est lutter contre les discriminations, bon, bah, je vois pas ce que ça a de choquant. Ok, merci beaucoup Gilles. Je vous ai mis, mais il y en a d'autres, hein, quelques ouvrages écrits par Gilles. Euh, Et Gilles un a parlé tout à spectacle. l'heure. Pardon? Et un spectacle. Oui, on a vu ça, oui, Et le merci. spectacle. Donc, si vous aimez la philo et si vous avez envie de l'aimer mais que vous l'aimez pas, lisez les ouvrages de Gilles. Vous allez beaucoup apprécier. Et puis Gilles au Festival d'Avignon. Je ne sais pas si tu joues encore en ce moment précisément, mais sur Là, non, Paris ou je la vais à région. Avignon, là. Là, je suis en Là, correction de voilà. bac. Je vais à Voilà. Avignon. Tu vois, il y aura 3 semaines. Vous pouvez venir si vous voulez. Donc, si vous êtes dans la région, allez-y. J'ai Voilà. eu le bonheur de pouvoir participer et voir son spectacle et vous passerez un bon moment également. Alors, j'ai vu, Christelle, vous avez aussi levé la main. Vous vouliez peut-être poser une autre question. Non, 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 je pense que C'est bon? c'est bon là. Et puis, il Ah, y avait une remarque une qui autre était question, je très vois, oui. intéressante. Non, mais c'était une remarque de Christine Ouais. Tavares. Oui, tout à fait, au niveau des problématiques, et ça a été un petit peu évoqué, hein, notamment par Christelle, des universités versus, les grandes écoles. Et ce qui est très intéressant, dans l'opposition des 2, hein, c'est que ces écoles, ces grandes écoles qui sont accessibles plutôt à des personnes qui ont les moyens, où souvent, la voie à, des séjours à l'étranger, à des réseaux avec des entreprises et finalement, c'est pas le talent, les compétences qui vont, ouvrir la voie, à la carrière professionnelle. Ça va être cet accès au réseau, au voyage à l'étranger et les universitaires, de manière, tout à fait, légitime, se regrettent beaucoup, finalement, cette forme de déconsidération, qui est pas du tout liée à leurs compétences. Néanmoins,
on voit nous, hein, c'est très intéressant, un retour en force des universités versus les écoles de commerce notamment. Parce que justement, je crois que, il y a, beaucoup, d'entreprises qui réalisent que l'université, amène un socle en termes de connaissances, d'expertise, parfois beaucoup plus solide que beaucoup d'écoles de commerce. Ouais. Et donc il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire, qui est plutôt L'humanité, les humanités. voilà, les humanités. Donc sur un certain nombre de sujets quand même, on voit ces derniers temps, que l'université, reprend, vraiment, Oui, ouais. reprend un peu, d'avance, alors pas sur toutes les écoles, mais sur certaines. Mais je pense que les entreprises sont feignantes aussi, Stéphanie. Oui, tout à Je fait, pense mais vraiment qu'effectivement, aujourd'hui, on apprécie les écoles de commerce parce qu'elles nous servent le discours qu'on a envie d'entendre. exactement. Et donc, en fait, ils sont très bons en entretien parce qu'ils sont préparés et il faut tout ce qui vaut bien. Un jeune en université n'aura pas forcément les mêmes codes. Et en fait, voilà, donc ça nécessite un effort supplémentaire de la part de l'entreprise pour aller identifier des compétences face à quelqu'un qui n'a pas forcément eu Oui. l'habitude de se marketer. Et en fait, Oui, la ce qui différence, elle est est déjà à ce niveau-là. Et On c'est voit oui, ça aux oui. élections présidentielles, hein. Il y en a qui c'est des bons candidats et puis une fois qu'ils sont élus, Il y a la façon de se marketer, il y a l'alternance qui est très positive, hein, qui a beaucoup Ouais. aidé, qui fait partie, voilà, Voilà. aussi voilà, des choses qu'on peut voir émerger, et il y a de plus en plus d'alternance, notamment sur les masters, qui ouvrent l'université à l'entreprise et ce pont, qui est difficile à construire parfois versus les écoles de commerce qui ont mâché le travail. Oui, on voit qu'il y a des solutions. Alors je ne dis pas qu'elles existent partout. Je suis d'accord sur le fait que ça nécessite un peu plus d'efforts que ce que font les entreprises qui, voilà, ont leurs propres, accords avec certaines Mmh. écoles de commerce. Mais en tout cas, les solutions, elles existent, hein. On ne peut pas dire Mmh. qu'elles n'existent pas. Donc moi, pour conclure, je dirais: «Vive, les politiques de promotion de la diversité». Voilà. moi aussi. C'est une bonne conclusion. On a un peu dépassé, mais merci Gilles, ravie, d'avoir échangé avec toi et j'espère, pouvoir faire un tour du côté d'Avignon cet Ouais, été. volontiers, hein. Merci à vous. Merci. Bonne Et Très bien à bonne la fin de journée. prochaine, hein. À bientôt. Au revoir tout le monde.